Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Avril 1502, c'est une flotte de 32 navires, une grande flotte, et arrive d'Espagne et qui aborde les côtes de ce que nous appelons nous aujourd'hui Saint-Domingue, et qui à l'époque était l'île d'Hispaniola. Hispaniola découverte 10 ans plus tôt par Christophe Colomb. Et à bord de tous ces navires, 2500 hommes, expédition qui est là pour coloniser. Parmi les colons en question, un jeune homme, il a 18 ans, il s'appelle Bartolomé de las Casas, c'est le fils d'une boulangère et d'un commerçant de Séville. Tous ces gens-là viennent pour trouver de l'or, ce sont les conquistadors, vous savez. Ils sont arrivés dans les Caraïbes, décimés par la faim et par les maladies. Ils commençaient à mourir en si grand nombre que les prêtres ne pouvaient suffire à les enterrer, racontera notre Bartholomé dans son récit L'Histoire des Indes, un récit qu'il écrira bien plus tard. Faute de trouver de l'or, les survivants se lancent dans la petite agriculture, on essaie de conquérir de nouvelles terres, ils soumettent immédiatement les populations indigènes qui vivent à cet endroit, ce sont les Tayanos ou les Caraïbes, des Indiens comme on disait à l'époque, puisqu'on avait été convaincu de découvrir les Indes, enfin de trouver une route vers les Indes. Et tous ces gens-là sont réduits en esclavage et Las Casas, bien sûr, va lui-même participer comme soldat à une expédition punitive à Jaragua, un village entier est passé par le fil de l'épée. En récompense de son rôle dans cette conquête, on va le voir recevoir une encomienda, un domaine, pourvu d'Indiens qui vivaient sur le dit domaine et qui vont être désormais contraints de travailler pour lui. Il devient donc un encomiendo, un propriétaire d'esclaves. Les siens cherchent de l'or dans son bout de rivière, ils cultivent les légumes, bref, ils travaillent comme esclaves pour lui, pour Bartholomé. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et voilà qu'à 22 ans, ce jeune homme entre dans les ordres chez les dominicains tout en continuant à faire tourner la petite exploitation. Il se pose pas tellement de questions, hein. Mais alors qu'il a 25 ans, quelques jours avant Noël, on est donc là en 1511, il assiste à une messe dans l'église de Santo Domingo et le frère dominicain monte en chaire. Il s'appelle Montesinos et il va commencer un prêche et ce prêche va jouer un rôle important dans l'histoire. « Je suis la voix du Christ dans le désert de cette île, dit-il, et c'est pourquoi il convient que vous l'entendiez dans tout votre cœur. Cette voix signifie que vous êtes tous en état de péché mortel à cause de la cruauté et de la tyrannie dont vous faites preuve à l'égard de ces innocentes nations. De quel droit et au nom de quelle justice tenez-vous ces Indiens dans une servitude aussi cruelle et aussi horrible? De quelle autorité avez-vous fait des guerres aussi détestables à des gens qui vivaient de manière inoffensive et pacifique dans leur pays et que vous avez, par des morts et des massacres inouïs, anéantis en nombre infini? Ces gens-là, ne sont-ils pas des hommes? N'ont-ils pas une âme rationnelle? N'êtes-vous pas obligé de les aimer comme vous-même? Ne comprenez-vous pas cela? Ne le sentez-vous pas? Ce prêche, évidemment, va piquer au vif tous les colons qui sont là et qui vont s'en plaindre en haut lieu jusqu'au nouveau roi d'Espagne, Ferdinand. Le frère Montesinos va être rappelé en Espagne et inutile de vous dire que à Cuba, à Panama, etc., la conquête va se poursuivre, évidemment. Entre-temps, Las Casas va devenir chapelain, c'est-à-dire aumônier militaire, si vous voulez. Il est auprès d'une colonie de soldats et tente d'empêcher quelques massacres. Je dis bien il tente, parce qu'en fait, il n'y arrive pas. À la fin, il va recevoir une nouvelle récompense, une nouvelle encomienda à Cuba, avec toujours les esclaves qui vont avec, bien sûr. Et un jour, pourtant, de nouveaux prêtres dominicains arrivent à Cuba et ils annoncent ceci: nous ne donnerons plus l'absolution aux propriétaires d'esclaves. Là, au moins, les dominicains sont clairs. Et voilà Bartholomé placé devant ces contradictions. Il va falloir choisir maintenant le salut de son âme ou le salut de son exploitation. Un verset du livre de l'Ecclésiaste le fait réfléchir. Celui qui offre un sacrifice tiré de la substance du pauvre agit comme s'il sacrifiait un fils en présence de son père. Après tout, se dit Las Casas,
Les Indiens dont il est question sont aussi des fils de Dieu. Et il va prendre sa décision. Il renonce à sa propriété, à son encomienda, et il va rendre les esclaves qu'on lui avait confiés. Et dans son église, lui aussi monte en chair et il prêche. Il accuse l'aveuglement, la cruauté des colons, toutes les injustices qu'ils commettent envers ces gens innocents et paisibles. Et là encore, les colons sont furieux et le chassent. Le père Las-Casas est rappelé à Hispaniola. Et il s'est converti. Mais c'est pas parce que lui s'est converti qu'il a beaucoup plus de facilité à convaincre ses ouailles. Alors, il va décider de rentrer en Espagne et pour changer les choses, il a l'intention d'aller directement voir le roi d'Espagne. Il va s'adresser au roi Ferdinand. Las Casas rejoint la cour à Plasencia, on est en Estramadour. Un soir, il parvient à approcher le roi, il lui expose en toute hâte, parce qu'il a très peu de temps, les motivations qui l'ont amené jusqu'ici. Il lui décrit ce qui se passe là-bas si loin, les massacres, le travail forcé, la disparition programmée des Indiens, et le roi l'écoute. Las Casas lui remet une lettre avec les propositions de réforme qu'il a établies. Le roi prend sa lettre. « Merci mon père », lui dit-il, mais il la confie à un secrétaire. Inutile de vous dire que on va pas en faire grand cas de la lettre en question. Le secrétaire s'appelle Lope de Conchillos. Or, ce Conchillos lui-même possède des domaines à Hispaniola avec des esclaves. Il alerte sur le champ le ministre des Indes, qui est l'évêque de Fonseca, qui lui aussi a pas mal d'intérêt dans les Caraïbes au passage. Et quand Las Casas vient plaider sa cause devant l'évêque Fonseca, le prélat l'interrompt. « Ah, voyez ce plaisant et ce niais, dit l'évêque. » Et il le laisse comme ça en plan. Et une autre fois, alors que Las Casas accuse encore les colons, « Eh bien, vous avez vous-même été partis dans ces tyrannies et ces péchés, lui dit l'évêque. »« Si je les ai imités dans leurs mauvaises actions, répond Bartholomé, fasse qu'ils me suivent en cessant de commettre des vols, des homicides et les cruautés qu'ils continuent de faire tous les jours. » Et ce Bartholomé n'en démord pas. C'est un homme opiniâtre et il a raison, parce qu'un jour, le roi Ferdinand meurt et un prêtre franciscain assure la régence, c'est Jiménez de Cisneros, un prêtre très ouvert aux idées de Las Casas et qui immédiatement voit ses deux ennemis, le secrétaire Conchillos et l'évêque Fonseca, tomber en disgrâce. Là, pour Las Casas, c'est une véritable voie qui est en train de s'ouvrir. Vous écoutez Radio Classique. Le régent Cisneros demande à Las Casas un mémoire sur les Indes. Et dans son mémoire, Bartholomé n'y va pas par quatre chemins. Il est catégorique, les Indiens doivent être considérés comme des hommes libres. Il faut, écrit-il, retirer les Indiens du pouvoir des Espagnols, car il est impossible de trouver un remède pour empêcher qu'ils ne périssent tant qu'ils sont soumis à ces gens-là. Et il faut abolir, dit-il, les distributions d'esclaves, les encomiendas, donc il faut abolir le travail forcé. Et Las Casas imagine une sorte de colonisation douce. C'est l'expression de Bernard Lavallée dans Bartolomé de Las Casas, entre l'épée et la croix, un livre qui était paru chez Payot en 2007. Les Indiens seraient rassemblés dans des villages. Des familles espagnoles les rejoindraient et leur apprendraient l'agriculture. Et il y aurait même un prêtre pour les évangéliser. Seulement, Las Casas ajoute une proposition pour compenser la perte des esclaves indiens. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on ferait pas appel à des esclaves africains ? Ah oui, là, d'un seul coup, vous déchantez. Eh oui. Le régent est ravi de ce projet. Il nomme Bartholomé protecteur universel de tous les Indiens. Il envoie une mission pour expérimenter le plan et Las Casas et 3 moines bénédictins repartent donc en direction d'Hispaniola. Et une fois sur place, ils vont bien sûr se heurter à la résistance acharnée des colons. Les 3 moines bénédictins se laissent intimider, ils se laissent corrompre, disons les choses comme elles sont, plus rien n'avance et la mission va tourner à la catastrophe. Et les premiers villages mixtes sont littéralement décimés par une épidémie, comme si tout ça déjà ne suffisait pas. Il se trouve qu'en Espagne, le régent à son tour est mort. C'est le jeune prince Charles qui va prendre ses fonctions. Et l'ennemi de Las Casas, là, rappelez-vous, l'évêque Fonseca, revient à la tête de tout ce qui concerne les affaires indiennes. Il rappelle bien sûr Las Casas à Séville et c'en est fini de ce qu'on appelait la colonisation douce. Pour autant, Las Casas ne baisse pas les bras.
La conquête s'étend sur l'ensemble du continent américain où les Indiens se comptent maintenant par millions. Le prêtre voudrait éviter ce qui est une extermination à grande échelle, bien plus grande échelle que sur les îles, évidemment. Il se présente au jeune roi et encore une fois, il défend ses idées. La liberté des Indiens, l'évangélisation, l'envoi de laboureurs espagnols, le renfort d'esclaves africains, eh oui. Et Charles approuve. Il l'envoie à la tête d'une nouvelle mission, cette fois pour la côte pacifique de Panama, la côte des Perles. Vous avez bien compris que le Charles dont je vous parle, c'est le futur empereur Charles Quint, qui d'ailleurs va être élu à la tête de l'empire du Saint-Empire romain germanique sur ces entrefaites. En avril 1520, Bartholomé arrive avec une centaine de laboureurs espagnols. Mais là, quand il arrive, la situation s'est envenimée. Les Indiens de la côte se sont rebellés. Les Espagnols les ont tués ou réduits en esclavage. Tous les laboureurs apportés par Las Casas vont disparaître dans la nature, partir eux-mêmes à la chasse aux esclaves, ce qui est un comble. Et à la cour, les adversaires de Las Casas raillent le nouvel échec de celui qui est devenu bien plus que leur adversaire, il est devenu leur ennemi juré. La conquête ne peut être menée à coup de bénédiction ou de bonnes intentions, dit le conseiller Oviedo. Elle devrait être menée sous les ordres d'un capitaine habile et disposé à affronter tout ce qui peut arriver. Ce qui veut dire faire la guerre, bien entendu, vous avez bien compris. Et Las Casas se dit qu'il n'y arrivera pas. Là, il est vraiment accablé. Il se retire au couvent de Santo Domingo sur Hispaniola. Il va devenir simple prieur de ce couvent et pendant ce temps, les Espagnols conquièrent le Mexique, le Pérou, les Andes. Las Casas laisse passer 10 ans avant de repartir au combat. Il a toujours à l'esprit sa mission d'évangélisation. Et après plusieurs péripéties, c'est au Guatemala qu'il se retrouve finalement dans des zones quasi inaccessibles, par exemple autour du lac Altitlan. Il a obtenu du gouverneur la prérogative de mener seul la colonisation. Il faut dire que les soldats se heurtent à une résistance acharnée. Las Casas négocie avec les caciques, il établit des missions, il commence à évangéliser pacifiquement, à enseigner des techniques d'agriculture. Ah, on a l'impression que toutes les vieilles idées qu'il défend depuis maintenant tant d'années parviennent enfin à un début d'accomplissement, parce que pour une fois, c'est pas un désastre. Et en 1537, il est encouragé par la bulle du pape. Le pape, c'est Paul III à l'époque. La bulle est intitulée Sublimis Deus. Et voici ce qu'on peut y lire. Là, c'est le pape qui parle. Nous définissons et déclarons que les Indiens et tous les autres peuples qui peuvent être plus tard découverts par les chrétiens ne peuvent en aucun cas être privés de leur liberté ou de la possession de leurs biens, et qu'ils ne devraient en aucun cas être réduits en esclavage. Si cela arrivait malgré tout, cet esclavage serait considéré nul et non avenu. En Europe, le roi Charles est devenu l'empereur, je vous l'ai dit, l'empereur Charles Quint, et Las Casas pense que c'est le moment de peser de tout son poids en 40. Il rentre en Espagne avec 2 objectifs, réunir de nouveaux moyens d'évangéliser pacifiquement le Nouveau Monde et modifier les lois en vigueur. Il écrit un livre qui est un ouvrage majeur de l'époque, La très brève relation de la destruction des Indes. Vous avez compris, il suffit de lire le titre, vous voyez de quoi il est question. Et on va voir Las Casas en présence de Charles Quint. On est là en 1542, il lui fait le récit détaillé de tout ce qu'il a vu. Comme son père et comme le régent avant lui, Charles Quint est écœuré. Il exige une réforme. Ce sont ce qu'on va appeler les nouvelles lois, avec des majuscules. Et cette fois, ce sont des lois révolutionnaires. Reconnaissance de la liberté naturelle des Indiens, libération des esclaves, abolition des encomiendas, interdiction des violences, réforme des tribunaux, etc. Pour Las Casas, c'est un rêve qui s'accomplit, c'est un triomphe, on peut le dire seulement. Là-bas, en Amérique, dès que les colons ont vent des nouvelles lois, ils jurent que jamais ces lois ne s'appliqueront sur leur territoire. Certains se révoltent, comme au Pérou. Le roi doit envoyer l'armée pour réprimer une véritable fronde et on va voir Charles Quint transiger. Les nouvelles lois seront appliquées, mais plus tard. Beaucoup plus tard. Dans les faits, rien ne change. Las Casas
tente une dernière mission à la tête du diocèse de Chiapas, où tout est à construire. Comme de juste, il est accueilli avec hostilité par les colons. Beaucoup de gens aux Indes le haïssaient du fond du cœur et auraient bien volontiers répandu son sang, nous dit le frère Thomas de la Torre, qui est membre de ce nouveau voyage. La municipalité de la seule ville du coin, qui est Ciudad Real, coupe les vivres à Las Casas et aux siens. Et finalement, à 47 ans, le moine dominicain se dit que il en a trop fait. Il jette l'éponge, il rentre en Espagne et cette fois, il rentre une fois pour toutes. Il a 63 ans. Franck Ferrand sur Radio Classique. Bartolomé de las Casas est donc rentré. Il va quand même retrouver son terrain de prédilection qui est la politique. À la cour, il suit toutes les affaires américaines de très près, bloque les publications de ses adversaires. Parmi les adversaires en question, il y a le jésuite Sepúlveda qui défend la conquête du Nouveau Monde par les armes. Et pour en découdre, Las Casas demande l'organisation d'un grand débat. Et, chose assez extraordinaire, le roi va accepter. Le débat en question, vous en connaissez le nom, c'est la controverse de Valladolid, qui s'ouvre en août 1450 dans la chapelle du couvent dominicain de San Gregorio de Valladolid. Il faut imaginer ce magnifique couvent, avec son portail de dentelle baroque, extraordinaire. Bref, 14 personnes sont là, des membres du Conseil des Indes, du Conseil royal, il y a des théologiens également. Tous sont d'éminents penseurs et Sepúlveda va parler pendant 3 heures. Les Indiens ont une âme, dit-il, certes, mais ils sont quand même des barbares. Et donc, ils sont, et c'est Sepúlveda qui emploie l'expression, des esclaves naturels, selon la définition d'Aristote. Et s'ils refusent de se soumettre, eh bien, il doit être possible de leur faire la guerre. Évidemment, Las Casas n'est pas d'accord. Il répond par une longue plaidoirie. Alors lui, il va pas parler 3 heures. Lui, il va parler 5 jours. 5 journées entières. Il a tellement de choses à dire. Et ensuite, d'ailleurs, on poursuivra les débats par écrit. Au bout de 10 mois, le résultat est décevant puisque le Conseil et la Couronne refusent de trancher. Sepúlveda, par la suite, sera quand même censuré, tandis que Las Casas pourra continuer à plaider publiquement la cause des Indiens et la Couronne reste opposée à l'esclavage sur le principe, même si dans la pratique, tout ça perdure, bien entendu. Las Casas se retire au couvent de San Gregorio de Salamanque. Il écrit une histoire des Indes, 3 livres, 400 chapitres, 2000 pages qui racontent 30 ans de colonisation et 30 ans de sa propre vie avec un remords, bien sûr, celui d'avoir conseillé l'exploitation d'esclaves africains. Tout de même, j'allais dire, mieux vaut tard que jamais. Ce conseil, je le proposais sans penser à l'injustice avec laquelle les Portugais s'emparent d'eux et les asservissent, écrit-il. Si j'y avais pensé, je ne l'aurais donné pour rien au monde. L'esclavage des Noirs était aussi injuste que celui des Indiens. Quant aux Indiens, ils n'en tirèrent aucun bénéfice car en fin de compte, ils demeurèrent dans leur captivité jusqu'à ce qu'il n'y en eût plus un seul à tuer. Franck Ferrand sur Radio Classique. En 1556, le vieux Charles Quint a abdiqué ses couronnes, et notamment la couronne d'Espagne, à son fils Philippe, qui devient le roi Philippe II. Que fait à ce moment-là Las Casas? Il a 70 ans. Eh bien, il reprend la plume et il va de nouveau défendre les Indiens qui périssent en masse dans les mines péruviennes. Il s'oppose aussi aux répressions qui ont lieu à ce moment-là au Guatemala. Je crois qu'en punition de ces œuvres impies, scélérates et ignominieuses, Dieu va foudroyer l'Espagne de sa terreur et de son ire, écrit-il au nouveau roi. Et avant de mourir, il édicte 8 principes de bon gouvernement. Le 8e principe, je vous fais grâce des 7 autres. Le 8e est que les naturels de toutes les régions et de n'importe laquelle d'entre elles où nous sommes installés aux Indes sont en droit de nous faire une guerre juste et de nous chasser de la face de la terre, et qu'ils conserveront ce droit jusqu'au jour du jugement dernier. Voilà ce qui s'appelle un soutien à la juste colère des naturels. Bartholomé, le missionnaire, a bien choisi de rester aux côtés de ceux qu'il n'aura eu de cesse toute sa vie de défendre. Vous écoutez Radio Classique.